nous évoquions l'actualité sur la Guinée, où l'OIF a suspendu son assistance technique. L'OIF qui était intervenu pour mener avec l'ONU et l'Union européenne un audit du fichier électoral datant de 2015. Et l'audit dénombrait 2,49 millions d'électeurs dont la présence sur les listes était problématique. C'est ce qu'a rappelé l'OIF. Et parmi ces 2,49 millions d'électeurs, eh bien, il figure des électeurs décédés ou des doublons. Il y a également 98% des personnes qui ne disposent pas de documents permettant leur identification. Au Soleil Obekou, on connaît tout cela parce qu'il y a eu l'audit. C'est l'audit qui a révélé ça. Oui, et encore l'audit, le fichier a été audité en 2018, je crois 2018, déjà, et des anomalies ont été révélées. Et je crois que l'OIF n'a fait que son travail. Il a constaté que que le fichier n'était pas fiable, entre guillemets, à cause des doublons et des électeurs décédés qui figurent encore sur la liste électorale. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le moment du retrait de l'OIF du processus électoral. À 6 jours des élections, je crois, et les élections auront lieu dimanche prochain. Et ça ne donne pas aussi une certaine crédibilité à cette démarche de l'OIF. Je me demande s'ils savaient ça depuis. Pourquoi c'est maintenant que peut-être que dans les coulisses, des actions étaient menées, mais n'étaient pas écoutées. Donc finalement, elles ne veulent pas être associées parce que les autorités vont brandir après le fichier. L'OIF, même là, autorité n'a rien dit. Mais oui, mais puisque ces anomalies ont été déjà révélées en 2018, et quand l'OIF est intervenu à la demande du gouvernement guinéen, je crois que le premier travail, c'est de partir sur les constats qui ont été faits en 2018. Et je ne suis pas sûr que c'est à 6 jours de ces élections que l'OIF a ces informations et fiables pour pouvoir taper la main sur la table et se retirer de ce processus. Moi, je dis souvent, lorsqu'il y a ces situations, il faut que d'avance on arrive à ramener le gouvernement en question à la raison pour que le processus puisse être inclusif. L'opposition a déjà boycotté ces élections, même si l'OIF révèle ces anomalies. Je crois que le gouvernement ne peut plus retourner en arrière pour faire participer l'opposition à ces élections. C'est ce que dit le parti au pouvoir qui parle d'une décision incohérente qui n'entravera pas le déroulement du processus. Voilà, c'est ça. Mais, et l'opposition aussi qui est d'accord avec l'OIF parce que l'opposition aussi doutait déjà de ce fichier. Et ce qui est... Je m'en vais aussi du côté de l'opposition dire que c'est ça, on boycotte les élections. Si l'opposition était déjà inscrite dans le processus et qu'en ce moment, où l'OIF dénonce en quelque sorte le fichier électoral, je crois que ça devait être comme un plus pour l'opposition que de boycotter ces élections. Donc maintenant, la voie est libre pour le gouvernement, pour le parti au pouvoir. A toujours dénoncé ce constat. Mais le fait de boycotter n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qui avait bloqué l'organisation des premières élections. Vous savez, ça fait 3 fois que ces élections ont été reportées. Et donc les premières raisons, c'était que le fichier électoral n'était pas fiable. L'opposition l'avait dénoncé. L'OIF avait été invité à travailler sur le dossier. Les conclusions ont été transmises. Et le gouvernement avait fait la promesse que le fichier va être apuré. Ça n'a pas été fait. Et c'est avec le même fichier que le gouvernement convoque les élections législatives prochaines. Et aujourd'hui, la conclusion de l'OIF confirme que les élections qui vont venir le 6 mars, c'est ça, le 1er mars. Le 1er mars prochain seront des élections qui ne seront pas crédibles. Et c'est pour ça que l'organisation ne veut pas être complice de cette situation. Et l'opposition dénonce également aussi l'entêtement de Condé d'aller à des élections dans des conditions non fiables et non transparentes. Comment plus de 2 millions de Guinéens qui n'existent nulle part aujourd'hui peuvent être encore contenus sur un fichier électoral et qui pourront
voter sans qu'on sache véritablement comment ces votes ont pu être opérés. Puisque l'opposition dit qu'il y a plus de 2 millions de Guinéens qui n'existent plus, mais leur nom figure. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement guinéen d'accepter, d'apurer, il y a 6 jours qui arrivent, d'accepter, d'apurer, ou alors de reporter les élections sur une date ultérieure pour que l'organisation de ces élections puisse se faire dans des conditions qui n'attisent plus les positions radicales de l'opposition. Alors, en même temps, le constat de l'OIF est aussi de l'eau, on le dit, apportée au moulin de l'opposition, qui dit que cela prouve que nous avions raison. Et on se rappelle quand la directrice du fichier électoral avait rendu public le fichier qui s'élevait à plus de 7 millions d'électeurs, pour une population estimée à 12 millions, selon le dernier recensement général des personnes et de l'habitat, qui précisait que la moitié des 12 millions avaient moins de 18 ans. Et le fichier électoral est à 7 millions, les gens n'avaient pas compris. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même lieu de s'interroger sur ce fichier-là. Et puis, la période même de constitution de fichier, on a vu. Et puis, il y a le contexte ethnique et la géographie guinéenne même qu'il faut prendre en compte dans la constitution de ce fichier. Et contrairement à beaucoup de pays, la Guinée est un pays où il y a une démographie très forte et où il n'y a pas de mainmise sur le nombre de personnes décédées véritablement. Parce que c'est là la question qui se pose quand vous dites qu'une personne est décédée. Sur quelle base on l'appure du fichier s'il n'y a pas d'éléments probants qui prouvent que cette personne n'existe plus et donc que doit être appurée du fichier. Cela repose aussi une autre question. C'est cette volonté de l'opposition de faire traîner ad vitam et donc, comme le soulignait peut-être tout à l'heure David, de rentrer dans ce perpétuel renvoi de la date d'organisation des élections, puisqu'on sait que l'opposition aujourd'hui est surtout ethnique, composée de quelques gueules minoritaires mais très riches qui veulent accéder au pouvoir et qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui ni de gagner à ces élections législatives, ni de gagner un éventuel référendum sur la question de la Constitution face à Alpha Condé. Oui, et vous oubliez qu'en 2010, Cellou Dalein Diallo a pesé au premier tour 44%. On n'a pas compris. On était en 2010 et justement, le deuxième tour. Vous donnez le bel exemple. En 2010, c'est au deuxième tour qu'Alpha Condé l'a battu. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il ne faut pas oublier aussi que la Guinée a changé. Quoi qu'on dise, depuis 2010, nous sommes en 2020. Alpha Condé a opéré un certain nombre de changements conséquents en Guinée qui font aujourd'hui, à mon avis, qu'il est légitime ou que le peuple même réclame cette modification de la Constitution. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alpha Condé n'a pas voulu modifier la Constitution. Ce sont les Guinéens qui lui ont demandé à plusieurs reprises de remettre au goût du jour cette Constitution que nous savons en tout cas tous dans quelles conditions elle a été faite par la junte militaire. Et donc, il y a cette volonté de cette opposition-là, non seulement qui n'est pas cohérente, mais qui manque aussi de moyens pour affronter sur le terrain électoral Alpha Condé, d'aller avec cette confrontation permanente. Et je pense au taudis de l'OIF qui, comme le remarquait tout à l'heure Beau Soleil, ce retrait est quand même curieux. On sent qu'il y a une volonté de l'OIF de faire pression sur le déroulement du scrutin. Et je pense que le gouvernement devrait tenir bon, puisque après tous ceux qui perdent dans ces multiples reports de cette élection législative, ce sont les Guinéens. C'est vrai que nous savons tous, le conseil a donné à l'opposition serait de ne pas boycotter l'élection législative. On a vu ce que les boycotts ont donné dans d'autres pays. Mais si cette opposition tient à boycotter, je pense que le boycott aussi est un choix politique que des leaders peuvent en tout état de cause faire. Et donc, si c'est leur choix face au peuple guinéen d'aller à ce boycott-là, je pense que le peuple guinéen sortira massivement pour adouber celui qu'il faut ou pour voter celui qu'il faut. Le 1er mars, cette élection doit absolument se tenir. Il n'y a pas de raison d'aller vers un nouveau report. Alors, Beau Soleil, le problème, surtout aussi avec les 2,49 millions d'électeurs, c'est que ce sont des gens qui ne se sont plus présentés lorsqu'il y avait la révision du fichier.
mais qui sont toujours maintenus dans le fichier. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on fait révision et que... je ne connais pas le règlement ou bien la loi au niveau du code électoral. Si, ici, par exemple, si un électeur ne se présente pas lors de la révision, je crois qu'il n'est pas reconduit sur la liste. Donc, en Guinée, si, comme le dit l'OIF, que ce sont des gens qui ne se sont pas représentés, mais ce qui a le problème aussi, c'est que les 2,5 millions d'électeurs en question, on ne trouve pas leur référence par rapport aux documents qu'ils ont utilisés pour être enrôlés. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Et cette difficulté est comme en général pour les pays africains surtout, parce que, par exemple, dans certains pays où les actes de naissance et les actes de décès sont... quand même informatisé. Lorsque quelqu'un décède et qu'on le signale à l'hôpital déjà, je crois que tout le processus, il est rentré dans tout le processus au niveau de l'informatique, et je crois que ça peut être décelé. Mais chez nous ici, la personne qui est décédée, si la famille ne va pas le signaler, je crois que ça doit rester comme ça. Donc, le problème maintenant, au niveau des électeurs peut-être décédés, on n'a pas de preuves pour dire que tel électeur est décédé ou pas. Mais c'est au niveau des doublons que moi je me dis que s'il y a des doublons, automatiquement, ils sont supprimés. Et je crois que, ou bien l'autre, on ne peut pas considérer 2 électeurs lorsque le fichier est centralisé. On centralise le fichier, donc les doublons devaient être en même temps. Il n'y aurait pas de problème à ce niveau. Donc, le problème actuel, c'est des gens qui ne veulent pas aller aux élections et un gouvernement qui est décidé à organiser, parce que le gouvernement est le seul responsable. L'opposition n'est pas responsable devant le peuple guinéen. C'est le gouvernement qui est responsable devant le peuple guinéen, et il est tenu d'organiser ces élections. Il est tenu d'organiser le référendum. Vous l'avez dit tantôt, la constitution guinéenne est une constitution qui a des lacunes. Il faut l'améliorer. Et je crois que le peuple aussi a compris, et les élections doivent tenir le 1er mars prochain. Alors, comment on explique cette volonté quand même du gouvernement qui dit que rien n'entravera le déroulement du processus, cette volonté d'aller vaille que vaille au référendum et aux législatives? Le processus, il est déjà entravé par des irrégularités. Vous avez un fichier électoral qui n'est pas fiable, qui n'est pas fidèle au recensement qui a été fait. Et ça a été non pas décelé par le gouvernement, mais par une organisation étrangère qui est venue faire un audit du fichier électoral. Ça veut dire que vous êtes incapable d'apurer votre propre fichier et que vous êtes un mauvais organisateur. Vous voulez organiser des élections dans des conditions pareilles. C'est ce que redoutent les Guinéens depuis très longtemps. C'est ce que les Guinéens rejetaient de la volonté de Condé d'aller à la modification de la Constitution et à un référendum. C'est vrai, tout le monde sait que la Constitution guinéenne a besoin d'être modifiée. Tout le monde, les Guinéens aujourd'hui, à 80%, 90%, 100% sont favorables à la modification de cette Constitution. Mais les mêmes Guinéens qui sont favorables à cette modification disent que Condé n'a pas l'obligation de le faire avant de partir. Puisqu'il avait eu du temps. Il avait eu un premier mandat, il ne l'a pas fait. Il avait eu un deuxième mandat, il ne l'a pas fait. Il serait à la fin de son deuxième mandat qu'il lance le processus. Donc les Guinéens disent, Monsieur le Président, laissez la Constitution, faisons les élections présidentielles, le nouveau président qui vient va engager cette modification. Il ne veut pas le faire. Pourquoi il ne veut pas le faire? Pourquoi il ne veut pas écouter? Parce qu'il a cette volonté d'aller à un 3e mandat. Il ne le dit pas, mais tous les actes que pose aujourd'hui Condé justifient sa position et sa volonté de tripatouiller d'abord la Constitution, de la violer et de se représenter pour un 3e mandat. C'est ce que les Guinéens ne veulent pas. Et donc aujourd'hui, les moyens qu'il met à disposition pour faire croire que c'est la majorité des Guinéens qui sont d'accord avec sa politique, c'est de tricher,
c'est de faire recenser des morts, des gens qui ne sont pas guinéens, des gens qui n'ont peut-être pas l'âge de voter, c'est de bourrer le fichier électoral de ces personnes pour qu'à la fin on dise oui, 50% ou plus de 50% des Guinéens sont favorables à la modification de la Constitution. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, Condé avait la chance de sortir par la grande porte lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Il portait les espoirs de beaucoup de Guinéens. Après l'ère de l'ancien président Lansana Conté, Dadis Camara qui est venu, les Guinéens avaient besoin d'un nouveau souffle. Ils ont porté leur choix sur Condé au deuxième tour, pas au premier, au deuxième tour. Mais l'homme, quand il est arrivé, tout de suite, il a commencé par poser des actes qui ont choqué les Guinéens. Raison pour laquelle ces Guinéens ont dit non, nous ne voulons plus de toi. Quitte le pouvoir, laisse la Constitution telle. Le nouveau président viendra opérer les... Mais ça donne l'impression quand même que David a, je ne sais pas, interviewé la majorité des Guinéens et les a écoutés se parler. Les Guinéens, la majorité des Guinéens dont tu parles, et qui ne serait pas favorable à une modification, qui serait favorable à une modification de constitution ou qui ne voudrait pas que ce soit Alpha Condé qui l'opère, ce sont les mêmes qu'on a vus dans la rue il y a quelques mois seulement réclamer ce référendum-là. Et nous sommes d'accord sur une chose qui est essentielle, c'est que la constitution de la Guinée a besoin d'être modifiée. Comment modifier cette constitution-là? C'est devoir soit aller à une assemblée dont le mandat est fini aujourd'hui, ou aller vers le peuple, qui est détenteur de toute souveraineté. Et je pense qu'Alpha Condé et son gouvernement ont choisi la voie royale. Mais pour qui connaît la Guinée? Autant le faire bien aussi. Autant le faire bien, mais pour qui connaît la Guinée? Autant le faire plus la Guinée tôt. de 2010 n'est plus la Guinée de 2020. Alpha Condé, peut-être, comme on dirait dans un pays, a hérité d'un tissu social exsangue, a hérité d'un pays qui venait de sortir d'une quasi-guerre. On a vu ce que Dadis a fait avec ses éléments au stade. Plus de 100 morts et quelques. Donc, c'était un pays véritablement qu'il fallait relever dans tous les secteurs. Et ce défi-là de réconciliation et tout, Alpha Condé l'a réussi. Il a même réussi à repositionner de manière économique la Guinée, qui est devenue une destination plutôt agréable pour un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui. Et je pense que les Guinéens, dans leur majorité, n'ont qu'une manière. Et puis, quand on parle du fichier, on dit, vous savez, il faudrait que... C'est pour ça que je disais au début que l'expertise électorale de l'OIF, en tout cas sur la question d'audit des fichiers, n'est pas avérée. Dans la mesure où vous ne pouvez pas organiser un recensement. Des gens qui se sont déplacés ont leur carte. Vous organisez une révision. Le principe même d'une révision, c'est qu'on ne ressort pas de la liste électorale quelqu'un qui n'est plus revenu. C'est quelqu'un qui soit... Je ne sais pas le principe. C'est déplacé. Mais ce qui est dit, c'est que entre environ 2,49 millions d'électeurs ne se sont pas présentés à nouveau devant les commissions administratives de révision des listes électorales afin de confirmer leur existence et leur statut d'électeur. Oui, justement. Peut-être que chez eux, la pratique, elle est différente. Oui, la pratique peut vouloir qu'il faut retourner... C'est la même pratique. Mais c'est un autre problème. Non, c'est pas la même pratique. Non, c'est pas la même pratique. Le recensement, les gens vont pour vérifier. Voilà, le recensement dans les pays francophones. C'est pas la même chose. En tout cas, c'est pas la même chose. Il faut se présenter. Dans un pays comme le Togo, il faut se présenter. On fait le recensement. Et comment ça se fait au Togo? Tu as ta carte pour la révision, par exemple. Tu n'es pas obligé de te représenter. Mais tu vas vérifier si tu vas vérifier si ton nom est là. Mais si tu vérifies ton nom est là, tu n'es pas obligé de retourner. Tu n'es même pas obligé d'aller vers un bureau de vote pour signaler ta présence. Confirmer. Et c'est la même chose qui se passe en Guinée. Tu peux lire le code électoral de la Guinée. C'est la même chose. Les gens qui ont des problèmes sur le code électoral, qui ont des problèmes sur leur inscription, peuvent se présenter. Si l'OIF, on ne peut pas présager parce qu'une personne. C'est ça qui est inquiétant avec ce que l'OIF n'avait pas le contenu que David dit. On ne peut pas présager. Elle ne tiendrait pas ce discours. On ne peut pas présager. Une personne n'est pas allée elle a constaté que plus de 2 millions de Guinéens ne se sont pas terminés. Pourquoi les Guinéens ne se sont pas présentés? Parce qu'ils n'ont pas été. Je dis encore qu'on ne peut pas présumer sur le simple fait
Non, ce n'est pas une présomption, c'est un fait, Guinéens c'est un constat ne qui a se été sont pas fait. présentés pour confirmer leur appartenance à la Guinée ou le fait qu'ils sont Guinéens, le fait qu'ils sont électeurs. Le code électoral guinéen dit. Le code électoral guinéen ne dit pas ça. Tu peux nous sortir peut-être l'article du code guinéen qui dit. Mais c'est ce qui est contenu dans la position de l'OIF. Et l'OIF ne peut pas inventer si ce n'est pas vrai. En tout cas, dans le cas de la Guinée, je dis encore que l'expertise de l'OIF sur cette question électorale n'est pas avérée. La preuve, dans tous les pays où l'OIF est passé, il n'y a eu aucun pays où les gens étaient unanimes sur le travail fait par l'OIF. Et ce n'est pas seulement en disant que le fichier n'est ni fiable ni consensuel. Non fiable. Le fichier, il n'est pas fiable. Ça fait plus de 2 millions de Guinéens. Le fichier, il est fiable. Et le 1er mars, le fichier, il est fiable. Et je pense pour les imposer. C'est la et si l'OIF n'avait pas fait ça, conçoivent le fichier. Si l'OIF n'avait pas fait contrairement à la Guinée, si l'OIF n'avait pas fait d'autres pays, la Guinée, les élections se seraient passées. Le gouvernement a toujours mandat en cours. Déjà, on parle de 5 millions d'électeurs. Lui donne la force de faire ce qu'il a fait. Il se féconde comment? Rapidement, au second les Guinéens, ils se fécondent comment? Le Cameroun, on va en parler dans quelques minutes seulement. Le gouvernement camerounais entend rester seul maître de son destin, a-t-il déclaré dimanche 23, après qu'Emmanuel Macron a promis faire pression sur Paul Biya et dénoncer des violations des droits de l'homme intolérables dans ce pays d'Afrique centrale. Le président français réagissait après avoir été interpellé samedi à Paris par un militant camerounais qui l'exhortait à condamner des violences attribuées à l'armée camerounaise dans l'Ouest. Il dit « Je vais appeler la semaine prochaine le président camerounais Paul Biya et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Il y a des violations des droits de l'homme. » Beau Soleil, Emmanuel Macron dit ouvertement en fait ce qui se passe en cachette. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement camerounais se révolte. Non, c'est une erreur grave de la part d'Emmanuel Macron de dire ouvertement qu'il allait faire pression sur le président camerounais. Le Cameroun, vraiment, c'est un pays souverain. Et le président Paul Biya n'a pas été élu par Emmanuel Macron ni par le peuple français, mais c'est pas le peuple camerounais. Mais dire ouvertement, s'il avait dit qu'il allait appeler le président camerounais pour parler de ça, et il allait s'entendre avec lui pour que la situation soit améliorée au niveau du nord du Cameroun. Et ça serait bien, mais dire qu'il allait faire pression sur le président camerounais, et moi je crois que c'est une erreur grave. Et ça ne devait pas... vous savez que plusieurs fois le président français a commis ces erreurs de communication envers les pays ou bien les chefs d'État africains. Lui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Oui, mais il ne sait pas dire autrement les choses. Mais s'il fait un constat... Il est jeune, il faut le comprendre aussi. Mais si c'est un constat qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais dire que un président français n'a pas fait pression sur un président de notre pays... C'est ce que moi je voudrais savoir. Mais je ne crois pas. Dans les faits, tout le monde on vous dira que nos dirigeants sont des préfets. Mais, et puis, tu as vu la réaction du peuple camerounais, de ce qui se passe. Parce que c'est le peuple, c'est les militants. Même si c'est des militants, c'est une réaction légitime. Et si quelqu'un croit que, au niveau diplomatique, que le fait de dire, le fait qu'un président d'un autre pays, d'un pays donné dire et dise qu'il va faire pression sur un autre président, que c'est une bonne chose, ça le regarde, mais ce n'est pas bien. Il n'avait pas à dire ça. Il y a deux éléments qu'il faut relever dans le discours. D'abord, il faut la saisine même qu'un Quidam qui se réclame militant de l'opposition interpelle le président français et commence par opiner sur des allégations de violence. Et c'est ça la véritable question, sur des allégations de violence dans l'ouest du Cameroun. Il y a quand même des rapports de Human Rights Watch qui confirment... C'est quand même Human Rights Watch. Oui, mais qui confirme qu'il y a des violations des droits de l'homme dans les parties anglophones du Cameroun. C'est relatif encore. Et moi, je ne m'en tiens pas seulement à Human Rights Watch, je m'en tiens par exemple au grand dialogue que les Camerounais ont tenu eux-mêmes pour dire que cette question était en cours de règlement. Nous savons tous qu'il y a eu une crise qui a endeuillé la partie anglophone.
du pays. Maintenant, ça c'était sur l'interpellation. Maintenant, sur la réaction d'Emmanuel Macron, il y a cette condescendance permanente qu'Emmanuel Macron a envers les dirigeants africains. Je ne sais pas s'il se rappelle que un certain Paul Biya, par exemple, a le double de son âge, ou certains des présidents africains pourraient de loin être son géniteur. Mais il y a cette condescendance permanente parce que même si c'est dans les faits, cette pression de la France sur un certain nombre de pays où la France a des intérêts, où la France est permanente, le langage diplomatique veut que ce ne soit pas cette réponse quand même, que ne serait-ce qu'il va étudier la question, mais dire qu'il y aura des pressions du gouvernement français. En tout cas, je vais appeler la semaine prochaine le président camerounais Paul Biya et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Et c'est cette condescendance-là que je dénonce. Maintenant, au-delà, il faudrait que les Camerounais eux-mêmes se responsabilisent avant d'accuser le français. Parce qu'aujourd'hui, on entend ce que dit Macron, mais cette condescendance aussi est la conséquence de cette permanente main tendue qu'a le Cameroun vers cette France-là. Et je pense que c'est le lieu, et si on en arrive à avoir de telles scènes publiques, c'est le lieu pour les dirigeants des deux parties, que ce soit de l'Afrique, de revoir leurs relations avec l'Afrique, mais pour la France Macron aussi. y est allé un peu trop fort. De quelle souveraineté vous parlez du Cameroun quand vous tuez votre propre peuple tous les jours? On a parlé de 53 morts dans le nord du Cameroun. De quelle souveraineté vous parlez lorsque tous les jours vous êtes sous un président qui vous domine? C'est une façon d'imposer son autorité. Moi, j'ai apprécié le discours de Macron. C'est parce que les présidents africains, ceux des pays francophones surtout, qui n'ont aucun respect des droits de l'homme. Est-ce que vous avez une fois vu Macron interpeller George Bush, Vladimir Poutine? Mais ces pays font des guerres dans d'autres pays. La Russie, elle est en train de tuer en Syrie tous les jours. Les États-Unis sont en train de tuer en Irak, un peu partout. Mais vous avez une fois vu Macron interpeller ses présidents? Ça veut dire que vous, les présidents francophones là, qui êtes là, vous n'êtes pas capable de défendre votre peuple. Et il faut que ce soit un citoyen qui interpelle un président français sur la question. Vous avez vu la position du gouvernement camerounais, ils ont nié ce crime-là, ils ont nié. Et pourtant, les réalités sont là, les gens sont morts. Et quand vous posez des actes comme ça, c'est votre petit-fils qui va vous interpeller devant tout le monde. Partons pour la pause et dans 10 minutes, on sera là pour continuer.